Bonsoir, bienvenue dans ce journal du mercredi 14 mai. Merci d'être sur TNTV. Tout de suite, les titres que nous allons développer ce soir. Prise de position inédite ce matin à Paris. Le Premier ministre Manuel Valls s'est dit favorable à titre personnel à une demande de pardon pour les conséquences des essais nucléaires. Parole prononcée lors de son audition par la commission d'enquête pilotée par la députée Mériana Red-Arbelot. La majorité, elle, reste sceptique face à ces déclarations. La pièce de théâtre Kéchi revient sur les planches. Après une quarantaine de représentations, le succès ne faiblit pas, à tel point que cette création du Caméléon Tahiti a été sélectionnée au prestigieux Festival d'Avignon. Avec nous pour en parler, le directeur artistique de la compagnie du Caméléon, mais aussi comédien sur scène, Guillaume Gay. Et puis cet autre succès qui dure depuis plus de 20 ans, le trophée de l'Amiral, organisé par les Forces armées, est annoncé ce samedi 17 mai. Particularité cette année, les courses de Va'a seront suivies le lendemain d'une compétition de cyclisme. Les détails sur cet événement à la fin de ce journal. L'État demandera-t-il un jour pardon à la Polynésie pour l'impact qu'ont eu les essais nucléaires? Un pas a en tout cas été franchi aujourd'hui par le ministre des Outre-mer. Manuel Valls s'est dit favorable à titre personnel à une demande de pardon. Une déclaration dans le cadre des auditions de la commission d'enquête pilotée par la députée Mériana Red-Arbelot. Manuel Valls qui s'est dit également enclin à la solidarité nationale pour la prise en charge des pathologies radio-induites. Jeanne Tinoroy, Laure Philibert. L'État pourrait-il envisager des excuses officielles, selon vous, envers les populations polynésiennes affectées par les essais? Et quelles seraient les bonnes raisons de ne pas le faire? À titre personnel, je n'ai aucun problème là-dessus. À titre personnel, je pense que la France grandit. Elle est plus belle, elle est plus grande quand elle est juste. C'est une prise de position jusque-là inédite. Le ministre des Outre-mer auditionné mardi dans le cadre de la commission d'enquête sur la politique française d'expérimentation nucléaire et ses conséquences en Polynésie française se prononce pour davantage de transparence et de reconnaissance. Je crois profondément que le sujet des conséquences des essais nucléaires appelle cette double exigence, l'affirmation profonde et sincère d'un impératif moral vis-à-vis de la Polynésie française, dans une histoire transparente, avec ses points positifs et évidemment négatifs, je l'ai évoqué, et une très grande sollicitude auprès de chaque victime. Manuel Valls, également ouvert pour une solidarité nationale en matière de conséquences sanitaires des essais. C'est vrai que les frais de prise en charge des pathologies résultant des essais nucléaires doivent relever de la solidarité nationale, parce que ça renvoie à une exigence de cohérence que nous avons évoquée, et la solidarité polynésienne ne peut pas supporter les frais médicaux correspondants. Côté majorité, les réactions sont plutôt sceptiques. Pour quel terme? Pour le moyen terme, pour le long terme, tout en sachant qu'en juillet, on peut rabattre les cartes, quand les cartes peuvent être rabattues, et puis on va se retrouver avec de nouvelles instances. Donc c'est pas vraiment constructif. Pour le président de l'association 193, ces déclarations vont dans le sens de l'histoire. À 193, nous croyons que la demande de pardon de l'État peut être un chemin de construction de ce pays, où l'État qui est coupable de ces essais nucléaires reconnaît réellement que ces essais nucléaires ont causé et causent de la souffrance aux habitants de ce pays, en premier aux Polynésiens. Nous pensons que ce pays a besoin d'entendre de la bouche de l'État que les essais nucléaires ont été une catastrophe, principalement sanitaire et environnementale pour les habitants de ce pays. Et c'est à l'État à le faire. L'association 193, qui a à ce jour accompagné près de 300 familles de victimes, indemnisées à hauteur de 3 milliards de francs pacifiques. Le président du pays, Moetei Boderson, actuellement à Paris, doit rencontrer le ministre des Outre-mer ce jeudi.
Et le Tavini Huir Atira célébrera ce samedi 17 mai les 12 ans de la réinscription sur la liste des territoires non autonomes de l'ONU. Un anniversaire que le parti compte bien commémorer à travers une cérémonie. Cela malgré la lenteur de la mise en place d'un véritable dialogue avec l'État. Le parti indépendantiste émetteur d'un courrier à l'État pour ouvrir les discussions attend par ailleurs toujours une réponse, sans quoi il s'apprête à se tourner vers le tribunal administratif et le cas échéant vers la Cour internationale de justice. Écoutez, Oscar Temaru et le vice-président du parti, Anthony Géros, tous deux sont au micro de Laure Philibert et Jantino Roua. Je n'ai pas de leçon à donner à l'État français. La France est un grand pays. Mais ce que nous demandons, c'est le respect. Le respect de l'esprit, de la lettre de la Charte des Nations Unies, dont la France est signataire. Et c'est ce que demandent les autres. Parce qu'il ne faut pas oublier, nous sommes soutenus par près de 190 pays. La France est isolée, elle est toute seule. On aimerait bien que ce dialogue se fasse, pas à Paris, mais à New York. Parce que, bon, notre pays devient un État souverain, on devient pays membre des Nations Unies, et là, on rencontre la France, de l'autre côté de la barrière. C'est tout. On ne nous reconnaît aucun droit. On n'existe pas. On n'existe pas. On n'existe pas. Voilà ce qu'il faut que les journalistes le disent, surtout les journalistes de langue maori. On n'existe pas. Ce pays s'appartient à la France, point final. Non, on ne peut pas accepter ça. On attend une réponse de l'État français, donc de Macron. On attend une réponse de Manuel Valls. Et au-delà du délai du recours gracieux, à ce moment-là, on va être obligé de demander de s'humilier devant une instance juridictionnelle pour obtenir le droit d'imposer à la France de venir dialoguer. Pas de faire la guerre, mais de dialoguer. Et lors des commémorations du 17 mai samedi, le Parti Bleu Ciel annonce vouloir inaugurer une plaque en mémoire de Guylain Houzel, ancien ingénieur du CEA, du commissariat à l'énergie atomique, engagé dans la recherche de la vérité sur les conséquences des essais nucléaires. La proposition de loi organique portée par Lana Tetuanui et Tevaro Fritsch, modifiant l'article 43.2 du statut d'autonomie pour élargir le champ de compétences des communes, a été adoptée à l'unanimité au Sénat ce mercredi. En cas de vote favorable à l'Assemblée nationale, les Tavana pourront désormais intervenir légalement dans de nombreux domaines jusque-là verrouillés. Une véritable avancée saluée par les élus locaux. On quitte l'Hexagone pour partir à Bora Bora, où un système de stockage d'énergie par batterie à Fa'anui et 21 centrales photovoltaïques installées sur 18 bâtiments municipaux ont été inaugurés aujourd'hui. Le fruit d'un partenariat entre le maire Gaston Tongsang, le groupe Engie et des acteurs locaux. En plus de faire des économies et de moins polluer, ces installations vont permettre à la perle du Pacifique de franchir le cap des 20% d'énergie renouvelable dans son mix électrique. Écoutez à ce propos Yann Roland, le directeur général d'Engie Solutions. Malheureusement, il ne fait pas du soleil 24 heures par jour. Et donc quand ce soleil est trop abondant par rapport à la consommation, eh bien, on perd de l'énergie. Et donc tout l'enjeu, c'est évidemment d'optimiser la consommation de ces énergies renouvelables en la stockant dans les batteries. Donc c'est effectivement une première qui va dans la direction d'améliorer l'utilisation des énergies renouvelables et l'optimiser. Dans un endroit qui a fait finalement du tourisme le cœur de son développement, je suis intimement convaincu que pour rester finalement un peu le centre du monde touristique, eh ben, il va falloir aussi offrir aux touristes demain des énergies vertes. Vous l'avez sans doute déjà vue, elle revient pour le plus grand bonheur des adeptes de théâtre. La pièce Keshi et ses 4 comédiens sont de retour sur scène au Petit Théâtre de la Maison de la Culture les 16 et 17 mai. Secret, mutisme, désir de vengeance, elle explore comment sournoisement se transmettent nos héritages au travers de l'histoire du jeune Hereau qui va devenir père et s'interroge sur l'identité cachée du sien. Je ne vous en dis
dis pas plus, puisque l'un des comédiens et directeurs artistiques de la compagnie du Caméléon est parmi nous ce soir. Guillaume Gay, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être sur le plateau de TNTV. Tout d'abord, on s'interroge sur la façon dont a été créée cette pièce. Quel a été le processus de création? Comment est-ce que vous avez travaillé dessus? Eh bien, on souhaitait parler de la famille déjà, et puis on travaille beaucoup dans les quartiers, on travaille beaucoup en détention, auprès des jeunes de la PJJ, auprès des foyers, tout ça, et on fait notamment des ateliers d'écriture et d'initiation à la pratique théâtrale. Et donc voilà, donc on s'est dit on va intensifier, on va dire, tous ces ateliers pour déjà parce que ça a une fonction évidemment intrinsèque, et puis aussi parce qu'on souhaitait obtenir des récits, on va dire, et puis voir justement ce dont parlent justement tous ces jeunes au niveau de la famille. Vous êtes inspiré des histoires finalement de la société polynésienne d'aujourd'hui. Exactement, oui, l'idée c'était vraiment de s'infiltrer, on va dire, enfin en tout cas d'être au plus proche, on va dire, de ce qui se passe dans les familles, de ce qui se passe dans la société polynésienne, et puis après d'oublier tout ça. Il nous fallait laisser un temps de décantation pour qu'on ne soit pas sur des histoires particulières, mais qu'on puisse inventer ensuite une fiction. Et ce qui revenait souvent dans ces ateliers, c'était précisément justement les mutismes, c'est-à-dire tout ce qui est tu dans les familles, tous les drames familiaux, ou en tout cas les choses qu'on n'a pas trop envie de dévoiler, et que l'on porte justement de génération en génération, malgré soi, et qui crée des tensions, des frictions, des rugosités, on va dire, à l'intérieur des familles. Ce qui peut résonner finalement pour le public, qu'est-ce qu'on ressent quand on regarde la pièce? Alors on ressent plein de choses, on ressent tout ce qu'on ressent dans la vie, c'est-à-dire qu'on s'attache très vite en fait à ces personnages qui vivent plein de belles choses entre eux aussi. Donc il y a justement il y a 4 comédiens, donc vous, qui sont les 3 autres et quels sont les personnages que vous jouez sur scène? Alors il y a Ereao dont on parlait tout à l'heure, donc le fils qui va devenir papa et qui a besoin de savoir d'où il vient, la maman qui lui refuse l'identité de son père, il y a Teko qui est l'oncle d'Ereao qui est très ami, on va dire, avec très proche en tout cas d'Ereao, et donc qui est un peu son modèle, donc Ereao va demander de l'aide auprès de lui. Et puis il y a Koba aussi, qui est le personnage que j'interprète, qui est un Tupaparo, c'est la tante, on va dire, c'est aussi la maman de Teko, et elle revient, on va dire, auprès de sa famille pour remettre chacun sur la voie du dialogue, on va dire, de la restauration. Et parmi les comédiens, on retrouve Tuari Taraki et Tepa Teuru et Justine Molinier. Très bien connu ici en Polynésie. Le Keshi, le nom de la pièce, c'est une perle difforme finalement qui n'est pas comme les autres. C'est ce qui résonne, c'est un lien finalement, j'imagine, avec les sujets qui sont abordés. Oui, c'est ça, c'est ce qui n'est pas attendu, c'est ce qui est un petit peu baroque, c'est ce qui est pas comme on le souhaitait. Et effectivement, après, il faudrait raconter en détail. Mais on ne va pas tout dévoiler. Non, parce ce soir, qu'Ereao lève le voile justement sur un certain nombre de choses qui sont tues. Et l'idée, c'est précisément en fait de restaurer la parole là où règne le silence. Donc, si je raconte l'histoire, évidemment, ça ne va pas être intéressant pour les spectateurs. En tout cas, en attendant, Keshi est un véritable succès, à tel point qu'il s'exporte au Festival d'Avignon. Vous partez tous les 4 cet été. C'est un véritable tremplin. Oui, c'est super. Oui, on va jouer effectivement au Festival d'Avignon, et puis on va jouer dans un théâtre qui est vraiment prestigieux, c'est le Théâtre 11. On a été sélectionné au Théâtre 11, qui est vraiment l'un des théâtres phares, on va dire, de la création contemporaine. Donc c'est un formidable tremplin pour nous, et puis surtout ça nous permettra d'être vus par nombre de programmateurs, et j'espère d'avoir une belle tournée à la fois en France hexagonale, dans les autres outre-mer et à l'international, puisque c'est un festival international. En France, vous jouerez également un autre de vos succès. Ce sont les Champignons de Paris, très bien connus ici en Polynésie, créés en 2016. C'est vraiment un succès qui ne faiblit pas après toutes ces années. Comment est-ce qu'on l'explique, Guillaume Gay? Pourquoi? Je crois que c'est, vous en avez parlé tout à l'heure, c'est un sujet qui reste terriblement d'actualité. Je crois qu'il y a toujours un besoin de dialogue, il y a un besoin de pouvoir transmettre aussi. Transmettre aux générations, aux jeunes générations, absolument. Là aussi, on parle d'un traumatisme. Alors, c'est un traumatisme sociétal, mais c'est important là aussi de mettre des mots dessus, justement, pour pas que les jeunes générations portent des choses qu'ils ne maîtrisent pas, on va dire. Et puis, il y a un besoin, il y a encore, on le voit à l'issue lors des débats, il y a vraiment une douleur qui est encore extrêmement forte. Oui, parce qu'il faut le dire, il y a toujours des débats après Comme Keshi, d'ailleurs, on fait toujours des moments d'échange avec le public.
Et les gens ont besoin de témoigner, aussi, encore une fois, d'une douleur qui reste inscrite dans les chairs. Et il y a besoin, effectivement, d'aller vers plus de transparence, pour plus de vérité et de justice pour le peuple polynésien. Et pour ce voyage et ces représentations, c'est vous qui avez besoin d'aide en tant que comédien, et on peut le faire grâce à la Fondation Anna Veil, c'est bien ça? Oui, c'est ça, absolument. On a organisé une levée de fonds pour pouvoir financer tout ça, parce que évidemment ça coûte beaucoup d'argent. Donc si vous souhaitez nous aider, n'hésitez pas, c'est sur le site de la Fondation Anna Veil, www.annaveil.org. Et pour les entreprises, 40% des dons sont défiscalisables. Alors en attendant, c'est le public polynésien qui pourra donc profiter de la pièce Keshi. Deux dates, je le rappelle, sont prévues le 16 et 17 mai au Petit Théâtre de la Maison de la Culture. Merci beaucoup Guillaume Gay d'avoir été parmi nous ce soir. Et de l'art, il en est également question dans la commune de Puna-Aouia qui annonce la réalisation d'une fresque au niveau de la passerelle de Ta'apuna. Une fresque en hommage à la tradition du surf et à nos liens avec la nature. Un embellissement qui provoquera des perturbations sur la route. Une voie de circulation sera fermée au niveau de la passerelle dans le sens Paea-Papeete de 9h à 19h et ce jusqu'au dimanche 1er juin. En sport, maintenant, c'est un événement que l'on ne présente plus. Le trophée de l'Amiral, mis en place par les forces armées, est annoncé le samedi 17 mai. Cette année, les organisateurs ont décidé de faire durer le plaisir. En plus des traditionnelles courses de Va'a, une compétition de cyclisme aura lieu le lendemain. Les précisions avec Nicolas Pérez et Herehau Teariki. Connu pour ses courses de Va'a, l'épreuve sportive du Trophée de l'Amiral intègre pour son édition 2025 une course cycliste. Une nouveauté pour donner un souffle nouveau à ce rendez-vous sportif créé il y a 22 ans. Ça peut peut-être redynamiser un peu et puis de faire un week-end complet de rayonnement pour les FAPF avec le samedi le Va'a et le dimanche le cyclisme. Je trouve que c'est quelque chose d'intéressant. Et l'Amiral a tout de suite validé cette proposition parce qu'il est fanat de redynamiser vraiment ce lien entre les Polynésiens et les militaires en Polynésie. Et pour cette première, les organisateurs, en collaboration avec la Fédération tahitienne de cyclisme, n'ont pas lésiné sur la difficulté des parcours. Il y aura 2 parcours pour les adultes, un parcours d'une 50aine de kilomètres où on fera demi-tour, départ du camp d'Aroué et demi-tour au niveau de la mairie de Tiaré. Et ensuite un deuxième parcours d'une centaine de kilomètres qui sera beaucoup plus orienté vers les personnes qui roulent régulièrement. Donc jusqu'à en face à Taravao, l'entrée de Taravao en fait est demi-tour. Côté Va'a, les grands noms du V6 sont d'ores et déjà attendus car le trophée de l'Amiral est intégré au calendrier officiel. Là aussi, une innovation et non des moindres, les personnes handicapées auront leurs épreuves. Donc c'est ouvert à tout Parava, c'est open Parava. Donc les amateurs, professionnels entre guillemets, et aussi aux Amazones du Pacifique, association contre le cancer, pour leur permettre de ramer. Et on réduit le circuit, ce sera que dans le lagon, comme ça ouvre vraiment à toute la population et à tous les niveaux. Enfin, les forces armées n'oublieront pas de faire la promotion de leur métier tout au long des 2 journées sportives. Donc il y aura en parallèle de la course donc, des stands d'animation dynamiques, statiques. Il y aura notamment un hélicoptère qui va venir faire une démonstration d'hélitreuillage au-dessus du lagon. Et puis on ouvre aussi aux enfants avec des structures gonflables, des petits jeux d'animation. Donc venez nombreux, n'hésitez pas, ce sera l'occasion de passer un bon week-end en famille. La course aux inscriptions est donc ouverte puisque ces dernières se clôturent ce vendredi 16 mai à midi. Voilà, vous avez donc jusqu'à vendredi. Si vous souhaitez vous inscrire à cette épreuve sportive, eh bien, vous devez vous rendre sur le site fenouamove-sport.com. Et eux vont représenter fièrement le Fénois lors d'une compétition de taekwondo. 12 jeunes espoirs s'envolent ce samedi direction Los Angeles pour le 29e festival international. Une première pour ces athlètes du club de Piré. Ils seront confrontés à 900 taekwondoïstes du monde entier. Désiré Teivao et Oriano Tefau ont pris la température avant le départ. Une mise en condition réelle de compétition. Pour mieux appréhender les combats au Festival international de taekwondo, les benjamins et minimes du TKD Piré se sont affrontés avec des plastrons électroniques. Même si certains coups font mal, il faut aller au-delà de la douleur. On ressent les coups en bas ou en haut. Ça peut faire mal parfois, mais on doit essayer de
de tenir. C'est vrai que c'est compliqué, mais c'est un sport où il faut quand même savoir prendre des coups, savoir en donner. Donc non, pas forcément, mais bon, on est là pour soigner les petits bleus, les petits bobos, mais ça arrive. Comme Sydney, les 12 jeunes combattants du TKD Pirée goûteront pour la première fois à Los Angeles à une compétition internationale. Un passage obligatoire pour continuer à progresser et pour révéler de potentiels champions. Ça va être l'occasion justement de découvrir l'athlète, comment il se pose déjà lors d'une compétition devant un public autre que la Polynésie. D'être à l'étranger, déjà, ça doit être quelque chose d'important pour ces jeunes-là. Hein. Et de les mettre en évidence aussi sur ces compétitions qui ne sont pas réservées qu'aux grands. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des petits aussi dans les catégories. Soraya Vahine de son côté enchaînera 2 compétitions. Après le festival international, la combattante de 11 ans s'envolera pour Montpellier et les championnats de France minimes qu'elle disputera le 24 mai. Mon coach il m'a dit de beaucoup travailler la vitesse parce que là-bas, il travaille beaucoup la vitesse. Et le fait d'enchaîner les championnats de France juste à Pilitef, comment tu te sens, comment tu vas gérer tout ça? J'ai un peu peur, mais je travaille beaucoup ici, je pense que ça va aller. L'année dernière, 11 clubs du Fénois avaient participé au Festival international de taekwondo. Les athlètes polynésiens avaient décroché un total de 141 médailles, dont 80 en or. Voilà, et Faïtoito à tous ces jeunes espoirs. Nous arrivons au terme de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À 19h30, retrouvez la collection documentaire L'âme du tatouage avec un reportage inédit sur l'artiste tatoueuse Hei Puanui, suivi de 2 épisodes de la série Damages. Enfin, le film de ce mercredi, Darkest Minds Rebellion. Excellente soirée en notre compagnie. À demain. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.